Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour créer ensemble le jeu Pierre, Feuille, Ciseaux. Je vous montre ici le projet final qu'on va créer, avec tout en haut le score, avec votre score et celui de l'ordinateur, qui jouera de façon automatique. Ici une consigne, et vous aurez le choix entre les trois boutons qu'il y a ici pour jouer. L'ordinateur sera en face, donc par exemple si je choisis Pierre, l'ordinateur va choisir aléatoirement une des trois options, et on aura ici le message qui va changer en disant qui a gagné, et on aura un bouton tour suivant pour aller à la manche suivante. Donc ici on rejoue, de ce côté là j'ai gagné, donc j'ai obtenu un point, un partout, et ainsi de suite. Et quand on appuie sur le bouton recommencer, on revient à 0 avec une nouvelle manche. Comme d'habitude, on va commencer par ouvrir un nouveau dossier dans Visual Studio Code et créer les trois fichiers de base, à savoir index.html, style.css et app.js. On va aller dans index.html, faire un point d'exclamation entrée pour avoir le squelette de notre page HTML et on va directement mettre le lien vers le fichier de style dans la balise head ici, et juste avant la balise fermante du body, on va rajouter le lien vers le fichier JavaScript comme ceci. Dans ce tutoriel, je ne vais pas passer de temps sur le CSS, ce n'est pas l'objectif, on va surtout se focaliser sur le JavaScript. Donc là, on va créer ensemble la structure du HTML, mais par contre pour le style, vous n'aurez qu'à aller dans la description de cette vidéo sur les repositories pour copier-coller tout le style CSS. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps avec tout ça. Bien, pour le HTML, on va regarder un petit peu ensemble la structure. Donc ici, on va avoir un premier bloc avec les scores. On va créer ça sous forme d'une grille. Juste en dessous, il y aura un espace avec la consigne, le message, ainsi que le bouton qui doit être caché ou visible en fonction de si on est au début ou à la fin d'une manche. Et encore en dessous, on aura ici des boutons qui vont être très similaires, mais avec certains cliquables et d'autres non. C'est parti, on va créer ensemble déjà le bloc qui va contenir le score. Et pour ça, on va créer une div qui va avoir une classe de score. À l'intérieur de cette div, on va créer plusieurs choses. Et comme on va disposer tout ça sous forme de grille, ça va se placer automatiquement dans l'ordre suivant. Ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc dans l'ordre, on va mettre plusieurs paragraphes avec en premier le texte vous. En deuxième, c'est ce qu'il va y avoir à droite, donc ce sera aussi un texte et ce sera ordinateur. Et en dessous, on va avoir à la suite les deux paragraphes qui vont contenir les scores. Par défaut, ce sera 0, donc je vais copier-coller ça deux fois. Et pour les différencier et pouvoir les changer dynamiquement par la suite en JavaScript, on va leur mettre des ID avec score joueur pour le premier, score joueur, et pour le deuxième, on va presque mettre la même chose, mais on va mettre un ID de score ordinateur. Et enfin, il nous reste un bouton, c'est le bouton recommencer, qui lui va prendre les deux colonnes de notre future grille. Donc là, on va créer une div pour créer ce bouton, et on va mettre le texte recommencer à l'intérieur. Et ici, on va aussi mettre un ID pour pouvoir l'utiliser ensuite en JavaScript. Et cet ID, ça va être reset. Au clic sur ce bouton, on va vouloir tout remettre à 0. Bien, on a créé ensemble la première div pour le score. Donc maintenant, on passe à la deuxième qui va contenir le message d'action avec le bouton pour passer à la manche suivante. Et bien là aussi, on va créer une div. Et cette div-là, on va lui mettre une classe égale à action. À l'intérieur de cette div, on va créer un paragraphe qui va posséder un ID égal à message. Et là, ce sera aussi dynamique. Ça va dépendre de ce qui se passe dans la manche. Et par défaut, le texte qu'on veut afficher, c'est à vous de jouer. À l'intérieur de ce paragraphe, on met donc le texte à vous de jouer pour indiquer que le joueur doit faire son premier choix. Juste en dessous, on va placer une autre div et on va mettre un ID de next pour dire que c'est le suivant, donc la manche suivante. Et on va écrire en texte à l'intérieur tour suivant. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va passer aux différents boutons. Et là, on va créer une div avec une classe de jeu. Si on regarde un petit peu la structure, on va avoir finalement deux fois la même chose. Donc on va pas trop s'embêter, on va copier-coller deux fois le même code, mais il y aura quand même quelques différences, surtout au niveau des classes qu'on va utiliser.
pour pouvoir différencier le style qui est à droite, qui est donc non cliquable et pas sous forme de bouton, avec le style sur la gauche, avec ses boutons, des effets au survol, etc. On va commencer par créer une fois l'ensemble des 3 boutons, et pour ça on va créer une div qui possède une classe qui est égale à choix, qui va donc contenir les 3 autres boutons, et c'est cette div là qu'on va dupliquer tout à l'heure. À l'intérieur de celle-ci, on va créer une div pour un bouton, donc div. Cette div, elle va posséder une classe de bouton, on va mettre ça en anglais, button, et on va créer une autre classe qui va être spécifique pour les boutons du joueur, ceux qui peuvent être cliqués, et on va nommer cette classe button joueur. On va faire un petit mélange français-anglais, et on va rajouter un ID égal à Pierre. Ça, on va l'utiliser tout à l'heure. Ça va nous permettre de récupérer l'élément qui a été cliqué en JavaScript. Donc quand on cliquera sur ce bouton, on pourra récupérer le ID, et c'est comme ça qu'on saura qu'on a cliqué sur le bouton qui équivaut à Pierre. À l'intérieur de ce premier bouton, on va avoir une image, et pour la source, on va y revenir juste après. Pour l'instant, dans le texte alternatif, on va mettre Pierre, et en dessous, on va mettre un paragraphe avec le texte Pierre. Bien, maintenant on va regarder ensemble pour les images, et on va aller sur le site Icons8, qui va contenir plein d'images libres de droit. Vous trouverez les différents liens des images dans la description de cette vidéo. Donc sur ce site web, vous allez avoir des images qui vont être libres de droit. Il suffit ici de cliquer sur Download, vous avez donc en PNG, c'est gratuit. En 64x64, c'est gratuit aussi. Et donc il suffit de cliquer sur Download. Une fois que vous avez téléchargé les 3 images, on va créer un dossier dans notre projet qui s'appelle Assets. Et vous allez récupérer les 3 images téléchargées. Donc il y en a une de ciseaux, une de pierre et une de feuille, qu'on a juste ici. Et vous allez les renommer ciseaux.png, feuille.png et pierre.png. Ça permettra de mieux les reconnaître. Pour la première ici, on va donc remplacer la source par .assets. Et là, ce qu'on veut, c'est l'image qui correspond à Pierre. Donc on va placer ça comme ça. On va regarder ensemble ce que ça donne pour le projet en live, juste pour vérifier que l'image a bien été chargée ici. Donc dans les extensions de Visual Studio Code, vous pouvez rechercher Live Server. Et la première extension que vous avez ici, vous l'installez. Ensuite, vous pouvez faire un clic droit sur index.html et ouvrir avec Live Server. Ça va vous ouvrir le projet en live, et on a bien ici l'image qui a été chargée. On va garder ça ouvert, et on va donc dupliquer ce bouton. Donc on va copier cette div là, pour créer 2 autres boutons. Donc le suivant ici, ça va pas être Pierre pour l'ID, mais cette fois-ci ça va être feuille, et donc on va aussi changer l'image en feuille.png, et le texte alternatif aussi en feuille. Il ne faut pas oublier de changer le paragraphe avec feuille. On colle encore une fois ce bouton, et pour le dernier ça va donc être ciseaux pour le ID. On va mettre la même chose pour le texte alternatif, la même chose pour le paragraphe avec un C majuscule, et on va également changer l'image en ciseaux.png. On vérifie que les 3 images soient importées, donc on a bien pierre, feuille et ciseaux. Bien, de ce côté-là, on est plutôt bon. Donc il nous reste encore à dupliquer toute cette div de bouton choix, donc cette div là, et on va juste changer quelques petites choses à l'intérieur pour différencier ces boutons cliquables par le joueur des 3 autres boutons qui sont propres à l'ordinateur et qui ne servent qu'à l'affichage. Donc vous copiez cette div là, vous allez en dessous, vous collez, et ce qu'on va changer, c'est la classe qui est ici. On va changer ça. On va pas mettre joueur, mais on va mettre ordi. Donc pour les 3 boutons, vous changez la classe button joueur par button ordi. Et pour les ID, on va changer ça aussi, on va les récupérer de façon individuelle. Et pour différencier ça, on va rajouter un O devant. Donc O pierre pour ordinateur pierre, O feuille et O ciseaux. Donc comme ça, on saura que ce sont les boutons propres à l'ordinateur, ceux-là. C'est tout ce qu'on va changer pour différencier les deux. Et on n'a rien besoin de faire de plus sur le HTML. Donc là, on est plutôt bon. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, à aller récupérer le CSS dans un des repositories qui est en description de cette vidéo. Vous copiez tout le contenu du fichier style.css. Vous allez sur votre propre style.css et vous collez tout ça.
Donc simplement pour passer un petit peu sur ce que j'ai fait ici, donc il y a quelques variables qui ont été utilisées, surtout pour les couleurs et quelques propriétés. Donc si jamais ça ne vous plaît pas les couleurs, vous pouvez les changer ici et ça devrait les changer ailleurs en fait dans votre code CSS. Après le reste c'est juste de la mise en forme, de la structuration. Voilà, il n'y a rien de trop particulier. Et pour différencier finalement les boutons joueurs qui vont être cliquables, on a donc du style spécifique à bouton joueur avec un curseur pour montrer qu'on peut cliquer sur ces boutons-là. Et par contre, les buttons pour l'ordinateur, du coup, ne possèdent pas ce curseur, donc pour montrer qu'on ne peut pas cliquer dessus. Pour le reste, il n'y a rien de trop spécifique, c'est juste des styles au survol et des mises en couleur, etc. Bien, on ne va pas s'étaler davantage là-dessus, on va juste vérifier que le CSS est appliqué. Voilà, donc on a bien le CSS comme sur le projet final, tout pareil. Et donc on va maintenant passer au JavaScript. Vous pouvez donc ouvrir app.js sur le côté ici, et on va commencer par récupérer tous les éléments dont on aura besoin. Il y en a un sacré paquet, donc on va commencer tout de suite avec let. Le premier, ça va être le bouton reset. On va l'appeler resetButton est égal à document.getElementsById. Et souvenez-vous, le ID sur ce bouton, on l'avait juste ici, c'est reset. Le deuxième qu'on va récupérer, ça va être les scores des joueurs pour pouvoir les changer dynamiquement. Donc on va faire la même chose en fait. Je vais copier-coller cette ligne et on va remplacer ça avec score joueur. Et le ID c'est score tiré du milieu joueur. Et ici, score ordinateur avec comme ID score ordinateur. Bien. Ensuite, on va récupérer les trois boutons des joueurs, c'est-à-dire ces trois boutons-là. Pour faire plus simple, on va les récupérer d'un seul coup en utilisant une autre propriété. Et on va faire let button joueur est égal à document.getElementByClassName parce que ces trois boutons ont une classe similaire qui est la classe button joueur. Donc on va les récupérer comme ça. Sauf que là, on va récupérer une node list. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire un for each sur tous les éléments qu'on récupérera ici. Et pour pouvoir faire ça, il faut juste faire une petite transformation pour transformer cette node list en tableau. Et donc, on va faire ouvrir le tableau, trois petits points pour utiliser le spread operator et mettre donc tous les éléments de la node list à l'intérieur d'un tableau. C'est ce que permet de faire ce spread operator. Bien, maintenant qu'on a récupéré le tableau avec les trois boutons à l'intérieur, on va encore récupérer les trois autres boutons, ceux qui sont spécifiques à l'ordi, mais ceux-là, on va les récupérer de façon individuelle. Donc je vais copier-coller encore une fois cette ligne-là, on récupérer un élément par son ID, puisqu'on va faire ça. Et le premier, ça va être le ID au Pierre. Et là, on va appeler ce bouton-là au Pierre button. Ensuite, le deuxième, ça va être au feuille button. Et ici, c'est feuille. Et on copie-colle encore une fois cette ligne-là. Et le dernier, c'est au ciseau, comme ceci. Bien, il nous reste deux petits éléments à récupérer encore. Ce qu'on va vouloir changer dynamiquement, c'est le message qu'on avait juste ici. Donc on va encore une fois utiliser la même chose, et on va appeler ça message. Et c'est l'élément qui possède le ID message. Et enfin, on va récupérer ce bouton, puisque lorsqu'on va cliquer dessus, on va faire des actions. Donc pour pouvoir l'utiliser, on va encore une fois copier-coller ça. Et on va l'appeler next button avec le ID next. Bien, ça fait pas mal d'éléments qu'on a récupérés. Et maintenant, on va s'occuper de la logique. Alors si on réfléchit un petit peu à la façon dont on va structurer les choses, et bien finalement, on veut qu'il se passe quelque chose dès qu'on va cliquer sur un des trois boutons du joueur. Donc on va venir prendre chaque bouton du joueur, button joueur.forEach. Donc pour tous les boutons, on va ajouter l'écoute d'un événement. Et on aimerait qu'il se passe quelque chose au clic. Donc pour chaque bouton du joueur, button, on va faire button.addEventListener, donc sur chacun d'entre eux. Et on veut écouter l'événement clic. Donc dès qu'on clique sur l'un d'entre eux, on veut qu'il se passe quelque chose. Et on veut appeler une fonction jouer manche. Cette fonction, elle n'existe pas encore, on va la créer tout à l'heure. Pour l'instant, on va juste la déclarer. Const jouer manche est égal à fonction, comme ceci.
Bien, dans cette fonction, on va pouvoir récupérer l'événement dès qu'il s'est produit. Ce qui va nous permettre à l'intérieur de la fonction de sélectionner l'élément qui a été cliqué. On va donc faire un console.log d'événement.target. Target, ça va permettre de cibler l'élément qui a été cliqué. Si on va sur le projet, on fait F12 pour afficher ici l'inspecteur et on va mettre la console et on va cliquer sur un bouton. Regardez voir ici, j'obtiens le paragraphe. Si je clique là-dessus, j'obtiens l'image. Et si je clique à côté, j'obtiens la div. Donc là, on va être un petit peu embêté parce qu'on obtient des choses différentes en fonction de là où on clique dans l'élément. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est juste récupérer cette div. Puisque souvenez-vous, on aimerait récupérer le ID qui est ici pour savoir sur quel bouton on a cliqué. Pour résoudre ce problème, on va faire comme ça. On va dire let choix est égal à event.target. Donc c'est ce qu'on vient d'afficher à la console juste maintenant. Mais pour dire que peu importe où on clique, nous ce qu'on veut c'est récupérer la div, on va faire un point closest, c'est-à-dire l'élément le plus près. Et là on va utiliser un sélecteur comme on écrirait en CSS. Et nous ce qu'on aimerait c'est finalement l'élément le plus près qui possède cette classe-là, puisque c'est ce qu'on aimerait récupérer. Donc on va mettre un point avec le nom de la classe. Et maintenant, si on ne fait plus un console log de event.target mais de choix, on regarde, je vais cliquer sur le paragraphe, j'obtiens la div, si je clique sur l'image, j'obtiens la div, et à côté, j'obtiens la div. Donc là, peu importe où je vais cliquer là-dessus, je vais toujours obtenir cette div. Et donc on est sûr de pouvoir récupérer ensuite le ID si on clique quelque part ici. Donc ça va être plutôt avantageux, et on va pouvoir donc faire des actions en fonction de ça. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est dès qu'on clique sur un des boutons, le mettre en surbrillance, changer la couleur pour montrer qu'on l'a sélectionné, et mettre comme si on désactivait finalement les deux autres boutons en changeant le style. Alors, on va faire ça, et on va commencer par tous les désactiver. Dès qu'on clique sur un bouton, on va tous les afficher comme étant désactivés. Donc, button joueur, souvenez-vous, ça c'est la liste de tous les boutons. On va faire un for each button. Et là, on va faire plusieurs choses. Donc, on va ouvrir les accolades. Et on va dire button.classList. Et dans le fichier de style, vous pourrez regarder, je vais ajouter une classe deactivated qui va rajouter du style à tous les boutons quand ils sont désactivés. C'est-à-dire quand on aura cliqué sur un autre bouton que celui en cours. Donc là, si je clique sur un bouton, vous voyez qu'ils ont tous l'encadré blanc qui a disparu, comme s'ils étaient désactivés. Bien. La deuxième chose qu'on va faire, c'est enlever les event listeners puisqu'on ne veut plus pouvoir cliquer sur les boutons quand on aura cliqué sur un des boutons. Donc sur chaque bouton, on va faire un remove event listener. Remove event listener. Et ce qu'on avait, c'était au clic appeler la fonction jouer manche. Donc finalement, c'est cet event listener qu'on a ici. Et bien dès qu'on a cliqué sur un des boutons, on veut l'enlever sur tous les boutons puisqu'on ne veut plus pouvoir qu'il se passe, on ne veut plus pouvoir faire en sorte qu'il se passe quelque chose au clic sur un autre bouton. Bien, maintenant pour montrer qu'on a bien sélectionné le bouton en question, on va donc le choisir, donc c'est choix, c'est là qu'on l'a récupéré, et on va faire classList.remove. Là on va enlever la classe deactivated, puisque sur celui-ci on ne veut pas qu'il ait l'air désactivé. Au contraire, ce qu'on veut c'est choix.classList.add, et là on veut ajouter une classe, et ça va être la classe active. Là aussi, vous pouvez regarder dans le fichier CSS, j'ai rajouté du style dès qu'un bouton possède la classe active pour montrer qu'il a été sélectionné. Si je clique sur un des boutons, on a donc les deux autres qui ont l'air désactivés et celui qu'on a cliqué qui maintenant est en surbrillance avec la couleur bleue. Bien, maintenant ce qu'on aimerait c'est pouvoir récupérer finalement la valeur du bouton qu'on a choisi, c'est-à-dire le ID du bouton ici. Donc en l'occurrence ce serait feuille dans cet exemple. Et bien ça c'est très simple, on va faire let choix joueur, souvenez-vous on l'a mis en ID, joueur, voilà. Donc finalement c'est juste choix.id. Maintenant ce qu'on aimerait c'est pouvoir comparer ça avec le choix de l'ordinateur. Donc ça veut dire que l'ordinateur doit faire un choix entre pierre, feuille et ciseaux. Et bien ça on va le faire dans une autre fonction. Mais ce qu'on aimerait, c'est déjà récupérer cette valeur à ce niveau-là pour avoir les deux ici et pour pouvoir ensuite les comparer. Donc on va déclarer une autre variable, choix ordi est égal à, et là on va créer une fonction qui s'appelle faire choix ordinateur, comme ceci, et on va maintenant la créer cette fonction. Donc on va se mettre un petit peu plus bas,
Et on va faire un const, faire choix ordinateur est égal à fonction. Et là, on aimerait faire plusieurs choses. Et on va commencer par implémenter une logique avec un nombre aléatoire. Puisque pour faire de l'aléatoire, en JavaScript, on va utiliser des nombres avec la librairie math. Et on va se mettre d'accord sur quelque chose. On va dire que 0 est égal à Pierre. On va dire que 1 est égal à feuille. Et on va dire que du coup 2 est égal à ciseaux. Donc comme je le disais, pour faire de l'aléatoire en JavaScript, ça passe par des chiffres. C'est pour ça qu'on doit mettre cette équivalence ici. Et donc la première chose à faire, ça va être de générer un nombre aléatoire qui soit 0, 1 ou 2. Alors, on déclare une variable, nombre aléatoire est égal à... Et là, pour un nombre aléatoire en JavaScript, on va faire math random. Math random, ça va créer un nombre aléatoire compris entre 0 inclus et 1 exclu. C'est-à-dire qu'au maximum, on aura 0,999, etc. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est déjà arrondir ça. Donc on va emballer le tout dans math.floor pour arrondir à la valeur entière la plus basse. Donc si par exemple, on a un 0,1, bah ça sera de toute façon 0. 0,9, ce sera aussi 0, puisqu'on va arrondir à la valeur en dessous la plus proche. Et donc nous, ce qu'on aimerait, comme c'est du 0, 1, 2, eh bien on aimerait finalement qu'au maximum on ait du 2,999, etc. Et donc il suffit de multiplier cette valeur par 3. En faisant ça, on aura donc une valeur qui sera égale à 0, 1, 2, et on n'aura rien d'autre en théorie, puisqu'on arrondit toujours à la valeur en dessous. Comme ça permet au maximum d'avoir 2,999. Normalement, on ne devrait jamais obtenir au-delà de 2. Bien, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre un switch, et on va faire plusieurs actions en fonction du nombre aléatoire. Donc switch sur nombre aléatoire, et on va faire différentes actions. Donc déjà, dans le cas où le nombre aléatoire c'est 0, eh bien ce qu'on aimerait faire, c'est le bouton de l'ordinateur qui correspond à la valeur Pierre, donc au Pierre button, souvenez-vous, on l'avait récupéré. On va faire un class list, et là on va faire un add, et on va rajouter la même classe qui est active que ce qu'on a fait pour le joueur. Et on va aussi devoir retourner en fait la valeur de ce qu'on a choisi. Parce que souvenez-vous, en appelant cette fonction, on aimerait bien récupérer ici la valeur en texte de pierre, de feuille ou de ciseaux. Et bien pour être sûr de ne pas se tromper quand on va écrire tout ça, et aussi parce qu'on va le réutiliser ailleurs, on va déclarer des constantes à ce niveau-là. Et donc on va déclarer pierre qui est égal à pierre. Donc ça va permettre d'avoir de l'autocomplétion et d'être sûr que c'est écrit de la même façon partout. Ça va éviter quelques erreurs, donc feuille de la même façon. Et enfin, const, le dernier ça va être ciseaux, qui est égal à ciseaux. Donc quand on a le cas 0, ce qu'on aimerait c'est retourner la valeur de Pierre. C'est-à-dire la valeur de Pierre, c'est celle-ci. Le ID qu'on va récupérer ici, eh bien il sera aussi sous ce format-là. Donc finalement, on va récupérer ici et ici des valeurs qui seront sous le même format, c'est-à-dire au format texte, avec Pierre, qui est le ID ici, feuille ou ciseaux. Donc ça va permettre de comparer les deux. Dans le cas suivant, c'est le cas où on aurait 1, on va faire au feuille button.classlist.add active, et cette fois-ci on aimerait retourner, on avait dit feuille pour le numéro 1, et si c'est pas ces cas-là, eh bien c'est forcément le dernier cas, donc par défaut, au ciseaux button.classlist.add, et là on a toujours la classe active, et ce qu'on aimerait c'est return ciseaux. Voilà, donc là on a les trois cas, et on va retourner du coup la valeur ici. On repasse donc dans cette fonction. Maintenant qu'on a récupéré la valeur de ce que le joueur a choisi, et aussi la valeur aléatoire de l'ordinateur, eh bien on aimerait comparer les deux pour savoir qui a gagné. Et là aussi on va appeler une fonction qui va s'appeler vérifier gagnant. Et dans cette fonction, on va y passer les deux valeurs pour pouvoir les comparer. Donc on va passer la valeur choix joueur et la valeur choix ordi. Cette fonction elle n'existe pas, donc on va la créer. On va se placer juste en dessous et on va faire const
vérifier gagnant, qui est égal à une fonction. Et dans cette fonction-là, on va donc récupérer les deux valeurs. Donc je vais remettre ici les mêmes noms, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Pour simplifier, je vais garder la même chose, comme ça on les reconnaît. Et la première chose, ça va être de vérifier si les deux sont égaux. Puisque si les deux sont égaux, c'est qu'on a une égalité, donc on n'a même pas besoin de vérifier la suite. Alors, if choix joueur est égal, donc double égal, ou même triple égal, ici ça marche aussi, à choix ordi. Alors, ce qu'on aimerait, c'est déjà changer la valeur du message. Donc on va faire message.textContent. Souvenez-vous, message, c'est ce qu'on avait juste ici, voilà. Dans ce paragraphe-là, par défaut, on a à vous de jouer. Là, on aimerait changer le contenu et on aimerait afficher qu'il y a une égalité. Donc on va mettre le texte égalité. Et ensuite, on aimerait ne rien faire d'autre en cas d'égalité, donc return. Si jamais c'est pas une égalité, alors il y a plusieurs cas de figure. On va les faire ensemble. If choix joueur est égal à Pierre, la valeur de Pierre. Alors, il y a plusieurs possibilités en fonction de ce que l'ordi a choisi. Donc, déjà, on ne va pas vérifier le cas où l'ordi est égal à Pierre, puisque ce serait une égalité, et l'égalité, elle est vérifiée ici. Donc, on va vérifier le cas où l'ordi est égal à feuille, et le cas où l'ordi est égal à ciseaux. Donc, if choix ordi est égal à feuille, alors on va faire quelque chose pour indiquer que c'est la victoire de l'ordinateur, puisque feuille l'emporte sur Pierre. Sauf que le cas où l'ordinateur va gagner, on va le rencontrer à plusieurs endroits. Et le cas où le joueur va gagner, on va aussi le rencontrer à plusieurs endroits. Et comme on aimerait faire des choses similaires, on ne va pas écrire en brut ici ce qu'on va faire, mais on va plutôt le faire aussi dans des fonctions, pour pouvoir réutiliser ce code. Donc là, on va faire un return de victoire ordinateur, qui est une fonction qu'on va créer maintenant. Donc on va se placer juste en dessous, et on va faire un const victoire ordinateur est égal à fonction. Et quand l'ordinateur gagne, ce qu'on aimerait, c'est changer le message. Donc on va faire message.textContent, et on va mettre l'ordinateur gagne, 3 petits points. Et ce qu'on aimerait, c'est aussi mettre à jour le score de l'ordinateur, qui est ici. Et ce score-là, on l'avait récupéré tout en haut, souvenez-vous. Il est contenu dans la variable score ordinateur. Et donc là, on peut récupérer le texte à l'intérieur, donc text content. Et ce qui est bien, c'est que en JavaScript, il va reconnaître automatiquement que c'est un chiffre, et donc on va pouvoir le mettre à jour en faisant un plus plus directement comme ça. Donc on va gagner un peu de temps, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre, mais ça permet donc de mettre plus 1 au score à l'intérieur ici du texte. Vous vous doutez sans doute qu'on va créer la même fonction dans le cas où le joueur gagne, donc on va copier-coller ça, et on va appeler cette deuxième fonction victoire joueur. Et là on va mettre le message vous avez gagné, avec un petit smiley derrière, comme ceci. Et là c'est pas le score ordinateur qu'on va mettre à jour, mais c'est le score joueur. Et de la même façon on va récupérer le texte à l'intérieur, et on va faire un plus plus pour rajouter un à la valeur à l'intérieur. Bien, donc maintenant qu'on a vérifié ce premier cas de figure, on repasse ici. On a dit que finalement, l'ordinateur il peut soit avoir feuille, dans ce cas-là il a gagné, donc on va faire un return de victoire ordinateur, ce qui va mettre à jour le texte et aussi le score de l'ordinateur. Mais on va faire un else ici, else if, donc on a choix ordi qui est égal à, la dernière possibilité c'est ciseaux. À ce moment-là, c'est le joueur qui gagne. Donc là, on va faire un return de victoire joueur. Ce qui va donc mettre à jour le texte en disant que le joueur a gagné. Et ce qui va augmenter de 1 le score du joueur. Donc là, on a fait la vérification de Pierre. Et il nous reste du coup les deux autres cas de figure à faire de la même façon. Donc si jamais le joueur possède la valeur de feuille et de ciseaux. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et essayer de faire par vous-même les deux autres cas de figure. Et on se retrouve dans un instant. Bien, j'espère que vous avez réussi à le faire. Je vais me contenter de copier-coller
le code qui correspond. Donc le deuxième cas de figure, c'est si le choix de joueur est ciseaux, et que, si le choix du joueur est feuille et que l'ordinateur a ciseaux, à ce moment-là, eh bien c'est l'ordinateur qui gagne. Par contre, si l'ordinateur a pierre, la feuille l'emporte, donc c'est le joueur qui gagne. Dernier cas de figure, si le joueur choisit ciseaux et l'ordinateur pierre, alors l'ordinateur gagne. Par contre, si l'ordinateur a choisi feuille, alors c'est le joueur qui gagne. Donc comme ça, on arrive à vérifier tous les cas de figure et à savoir qui des deux a gagné. Donc cette fonction, non seulement elle vérifie qui gagne, mais elle met aussi à jour le contenu du message ainsi que les scores. Une fois qu'on a fait cette vérification, donc pour rappel, on est toujours à ce niveau-là, dans la première fonction qu'on a déclarée ensemble, on a fait cette vérification du gagnant, ici. Et ce qu'on aimerait, eh bien, dès qu'on arrive à la fin du tour, donc on a mis à jour le message et le score, eh bien, c'est afficher ce bouton qui est juste ici, tour suivant. Cette fois-ci, on aimerait qu'il s'affiche et on aimerait qu'il se passe quelque chose, que ça remette tout à zéro finalement, sauf les scores évidemment, pour pouvoir rejouer. Et donc on aimerait déjà afficher ce bouton. Donc on va faire un next button, c'était celui-là, rappelez-vous, et on va faire un style, point, et pour le cacher de base, j'avais mis une visibilité à hidden, qui veut dire caché. Donc là, on va changer ce style, et on va faire style.visibility est égal à visible. Donc normalement, dès qu'on finit un tour, maintenant on devrait voir ce bouton. On va tester. Vous voyez que maintenant le bouton, dès qu'on a cliqué, il apparaît. Mais si on clique dessus, pour l'instant il ne se passe rien, parce qu'on n'a mis aucune action sur ce bouton. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc au niveau des actions à faire, eh bien finalement on aimerait pouvoir repréparer une nouvelle manche. Donc c'est ce qu'on va créer ensemble, c'est une fonction qui va permettre de repréparer cette nouvelle manche. Mais d'abord on va créer l'événement, l'écoute de l'événement click, donc next button.addEventListener, puisqu'on aimerait qu'il se passe quelque chose quand on clique dessus. Et quand on clique dessus, on aimerait appeler la fonction préparer nouvelle manche. Et cette fonction, on va la créer, on va se passer par ici, on va faire un const, préparer nouvelle manche est égal à la fonction. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien déjà, on va enlever un petit peu toutes les classes qu'on avait rajoutées sur les boutons du joueur. Donc bouton joueur.forEach. Pour chaque button, on va faire plusieurs choses. Donc ce qu'on peut avoir, c'est donc button class list.remove toutes les classes deactivated. Mais on peut aussi avoir des classes actives dessus. Donc on va aussi enlever ça. Et enfin, on va remettre les event listeners qu'on avait ici pour pouvoir rejouer. Donc on va juste copier-coller ça finalement. C'est la même chose. Button.addEventListener. Au clic sur chacun de ces boutons-là du joueur, on aimerait appeler la fonction jouer manche. Ce qu'on aimerait encore faire, c'est recacher ce bouton tour suivant. Dès qu'on rejoue, on ne veut pas qu'il soit affiché de base. Donc, on va faire un next button.style.visibility est égal à, et on va repasser ça à hidden pour qu'il soit caché. Ensuite, de la même façon que ce qu'on a fait ici, on va vouloir remettre les différents boutons de l'ordinateur. Alors déjà, ça, on va le mettre juste en dessous. Voilà. Donc, pour les boutons de l'ordinateur, on avait au Pierre button.classlist.remove. Et là, on va faire un remove de la classe active, si jamais c'était ce bouton-là qui a été choisi par l'ordi. Et on va faire pareil pour les deux autres. Donc, si jamais c'était feuille, on va aussi l'enlever. On l'enlève sur les trois, comme ça on est sûr de l'enlever, peu importe quel bouton avait la classe. Et si jamais il n'avait pas la classe active, c'est pas grave, ça ne fera rien. Donc là, on enlève finalement les classes sur tous les boutons pour revenir vraiment à quelque chose de base qui ressemble au HTML qu'on a ici. Et la dernière chose, c'est remettre le contenu du message qu'on a ici, à la valeur par défaut. Donc message.textContent est égal à, et là je vais copier-coller ça, à vous de jouer, comme ceci. Ok, donc on va vérifier, je fais un choix, je clique sur tour suivant, et là on a bien tout le style qui revient à ce qui était par défaut, et le bouton qui disparaît, avec le texte à vous de jouer qui revient. Donc on arrive à repréparer une nouvelle manche. Donc là on est plutôt pas mal, on est plutôt bien fonctionnel déjà. Il nous reste une dernière chose encore, c'est ce bouton recommencer,
qui va permettre de remettre à 0 ici le score et de réinitialiser une nouvelle manche finalement. Donc là pour l'instant si on clique il ne se passe rien. Donc c'est une dernière petite chose à implémenter. On va venir par ici. Et ce bouton c'était le reset button qu'on avait récupéré. On va faire un reset button.add event listener. On va toujours écouter l'événement click. Et là on va vouloir appeler une autre fonction. Mais étant donné qu'on ne va pas forcément la réutiliser celle-là et qu'elle est assez petite, je vais l'écrire directement ici. Donc je déclare la fonction à l'intérieur. Donc ce qu'on aimerait, c'est déjà remettre les scores à 0, c'est-à-dire score joueur.textContent est égal à 0. Et le deuxième, c'est score ordinateur.textContent est égal à 0. Ce sera automatiquement interprété comme texte. Et donc on remet tout ça à 0. Et la deuxième chose, c'est qu'on aimerait aussi réinitialiser la manche. Et ça tombe bien, on a une fonction qui fait exactement ça. C'est celle qu'on vient d'écrire ensemble. Donc il n'y a plus qu'à l'appeler. Comme ceci. On vérifie, je vais faire quelques manches. Voilà. Très bien, je fais recommencer. Ok, donc là c'est revenu à 0. Et si jamais je reste dans cette configuration, je fais recommencer. Et vous voyez que ça enlève aussi le style par défaut pour préparer une nouvelle manche. On arrive donc à la fin de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager aussi cette vidéo à vos amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut!